Alors bonjour à tous. Tout d'abord, merci aux équipes du festival pour cette édition et merci évidemment à vous de nous suivre aujourd'hui en direct sur le site de Média en Scène. Alors comme on n'a pas énormément de temps et qu'on veut garder un certain temps à la fin pour des questions, je vais essayer de me présenter assez rapidement avant de passer directement au sujet de notre intervention. Donc je m'appelle Julien Merer, je travaillais il y a encore peu de temps à l'Institut national de l'audiovisuel, à l'INA qui est aujourd'hui un média à part entière mais qui se positionne et qui est d'ailleurs toujours positionné comme un observatoire des médias et un observatoire des nouvelles tendances audiovisuelles. Et c'est justement dans le département recherche et innovation numérique que j'ai été amené à travailler sur ces nouvelles tendances et à travailler justement sur les enjeux qui entourent les deepfakes. Alors si vous êtes assez familier avec l'univers des deepfakes, vous aurez probablement déjà vu la courte vidéo que je compte vous montrer, mais qui permet de voir de manière assez parlante ce qu'est un deepfake et ce que représente ce phénomène. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. Alors si je voulais vous montrer cette vidéo, c'est déjà parce qu'elle est assez parlante pour bien se rendre compte de ce qu'est un deepfake, mais aussi parce qu'on se rend compte de tous les dangers et tous les... Excusez-moi, je remets juste la présentation. De tous les dangers, toutes les opportunités qui sont liées au fait de pouvoir faire dire ce que l'on veut au président des États-Unis. Mais on reviendra par la suite sur ces enjeux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'apparition du deepfake et sa démocratisation, dans le sens de son accessibilité, elle est liée à deux principaux facteurs. D'une part, il y a le développement des communautés Internet, donc des développeurs aujourd'hui sur des forums, sur des sites communautaires, qui travaillent sur des logiciels open source pour développer des services, des applications pour la création des deepfakes. Et l'autre facteur à prendre en compte, c'est évidemment le développement de la recherche scientifique, en modification d'images, mais aussi en génération d'images. On verra par la suite que c'est particulièrement important à ce niveau-là. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que dans le terme deepfake, qui est donc la modification de vidéo grâce à l'intelligence artificielle, on rentre un peu tout. Mais en général, on essaye de dissocier les simples altérations de vidéo, qu'on appelle les cheap fakes ou les shallow fakes, qui sont simplement des simples altérations, soit de la vitesse, soit de la couleur, soit de l'image d'une vidéo de base, et qui permettent malgré tout de tromper une certaine audience. Mais ce qu'on va vraiment appeler deepfake, c'est les modifications de vidéo par l'intelligence artificielle. Alors c'est évidemment plus complexe, mais on peut les ranger dans deux grandes familles. Il y a les méthodes de création qui sont basées sur le face swapping. Alors ça, vous connaissez sur les filtres, sur les réseaux sociaux, c'est le principe d'échanger des visages sur des fonds qui sont différents du visage original, et ce qui permet de reproduire soit les mouvements labiaires, soit les expressions faciales, soit l'alignement des yeux, etc. Et l'autre grande nouveauté aussi avec les deepfakes, c'est ce qu'on va appeler les Generative Adversarial Networks. Alors, si vous êtes familier avec l'univers des deepfakes, vous avez souvent entendu parler des GANs, et ce qui permet en fait de générer du contenu sur la base d'un échantillon plus ou moins important de vidéos et d'images, de créer du contenu qui n'existait pas encore. En général, la majorité des deepfakes que vous connaissez, donc celui d'Obama que je vous ai montré, celui de Donald Trump, celui de Mark Zuckerberg, sont des deepfakes qui ont été créés justement pour sensibiliser sur l'apparition de ce phénomène. Mais ce dont on se rend compte, c'est que le véritable danger, entre guillemets, c'est vraiment l'accessibilité. C'est la possibilité pour des personnes comme vous, comme moi, sans connaissance technique, de créer des deepfakes de manière assez facile et de manière assez rapide. Alors, vous avez à l'écran normalement un tableau de l'EPFL, qui est l'École Polytechnique de Lausanne, qui met en évidence tous les risques qui sont liés aux deepfakes. Alors évidemment, je ne vais pas tous les citer, on imagine bien comment les deepfakes peuvent avoir des conséquences dans des affaires d'extorsion, dans des affaires de chantage. Moi, j'aimerais appuyer surtout sur ce qui concerne la désinformation. Alors, je ne vais pas refaire une énième intervention sur la dangerosité des fake news pour nos sociétés, etc. Juste avoir en tête ce chiffre du MIT qu'on répète assez souvent, le fait qu'une fausse information se propage 6 fois plus vite qu'une vraie nouvelle.
Et également avoir en tête que les contenus vidéo sont des contenus qui sont de plus en plus visionnés, de plus en plus partagés, de plus en plus accessibles, et que dans ce cadre-là, dans ce contexte d'infobésité, dans cette ère de post-vérité dont on parle souvent, on se rend bien compte de tous les impacts et tous les défis qui sont liés au deepfake. Et les défis, en ce qui concerne la désinformation, c'est notamment lié aux conséquences politiques, la possibilité de discréditer des élus, avec des tensions géopolitiques, ou même avec de l'influence sur les processus démocratiques. C'était une des grandes craintes pendant l'élection américaine. On ne sait pas encore dans quelle mesure ça a pu l'influencer, mais on peut déjà imaginer et on doit déjà anticiper qu'en 2022, par exemple en France, on puisse avoir des vidéos qui se démultiplient sur les réseaux sociaux de candidats à l'élection présidentielle où on les voit face caméra dire des choses qui sont contraires à leurs valeurs, contraires à leur programme, contraires à l'intérêt général, à la limite du racisme, etc. Et c'est des choses dont on doit se rendre compte et qu'il faut avoir en tête. L'autre conséquence qui, à mon sens, est aussi fondamentale à prendre en compte, c'est le renouvellement sur la perception du réel. C'est-à-dire que on a toujours mis plus ou moins un caractère authentique, un caractère d'authenticité à la vidéo. C'est-à-dire que moi, quand je regarde une vidéo d'un homme politique qui s'exprime, je ne me suis jamais posé la question de savoir si c'était une vidéo qui avait été trafiquée. Avec l'arrivée des deepfakes et justement avec aussi entre guillemets, la montée de la défiance de la population envers la démocratie, envers l'État, avec la montée des sphères complotistes dont on parle aussi beaucoup aujourd'hui, on se rend bien compte que les deepfakes vont être un outil sur lequel on va pouvoir se baser pour remettre en cause justement un certain nombre de contenus et un certain nombre de diffusions d'images. Alors je vois que le temps avance un peu, donc je vais essayer justement d'aller plus rapidement parce que j'ai déjà parlé pas mal des dangers, mais surtout sur le cadrage. Enfin, je vais essayer d'arriver rapidement dessus. En tout cas, ce qu'il faut retenir, en tout cas dans le cadre légal, c'est que justement tous ces enjeux, elles amènent les plateformes de contenu à modérer et à devoir intervenir sur les deepfakes. Alors, c'est difficile pour elles de se baser sur un cadre légal. En France, par exemple, on a un véritable arsenal législatif sur tout ce qui concerne le revenge porn, ce qui concerne le droit à l'image, ce qui concerne la diffamation, mais qui sont encore assez peu adaptés à l'arrivée des deepfakes et qui créent un certain nombre de vides juridiques sur lesquels le législateur va être amené à devoir intervenir. De manière plus générale, dans le monde, il y a un certain nombre de lois aujourd'hui qui émergent. En Chine, on les a interdits, dans certains États américains, en contexte électoral aussi. Mais on se rend bien compte qu'en fait, ces disparités juridiques, elles obligent les plateformes à prendre elles-mêmes des décisions. Et on pourra peut-être en reparler à la fin avec les questions. Mais les plateformes, elles ont pris des choix différents justement pour modérer ou non les deepfakes. Alors aujourd'hui aussi, il y a un certain nombre de pistes d'identification que suivent ces différentes grandes plateformes. Il y en a 3 majoritairement qu'on peut identifier. Il y a la détection des imperfections. Alors ça, c'est le développement d'outils algorithmiques qui vont être capables de déceler dans une vidéo si elle a été réutilisée, si elle a été modifiée. Il y a ce qu'on va appeler l'analyse comparative. Alors là, c'est le fait de comparer à une base de référence de contenu une vidéo truquée pour voir si elle match avec une vidéo de la base de référence et voir si justement c'est une reprise et une modification d'une vidéo de base. Et enfin, il y a l'empreinte numérique qui est plutôt une solution en amont où en fait on va créer une empreinte numérique à la vidéo et on va pouvoir suivre sa propagation. Alors nous, à l'INAS, on s'est intéressé justement à ces outils d'identification, c'est parce qu'il existe un outil qui s'appelle INA-Signature et que l'Institut a développé notamment pour détecter les copies vidéo pour les droits d'auteur et pour les ayants droit. Mais on s'est rendu compte, on a fait un certain nombre d'expérimentations, que cet outil pouvait justement être utile en amont, mais aussi en conséquence des deepfakes et de la publication de deepfakes, que ce soit aussi bien pour les médias, que ce soit pour des politiciens, ou que ce soit pour des personnes qui veulent justement suivre un deepfake dont ils sont victimes, et juste pour pouvoir suivre sa propagation sur Internet. Alors je ne vais pas aller beaucoup plus loin dessus, mais je vous invite à aller voir INA Signature sur le site d'INA, et vous rendre compte justement de l'avancée de cet outil. Et enfin, la dernière solution entre grands guillemets, c'est-à-dire que ce n'est pas une solution en tant que telle, mais c'est la nécessité de sensibiliser à la détection. C'est-à-dire qu'on se rend compte, avec l'avancée de l'intelligence artificielle, que de toute façon, on ne trouvera pas, et d'ailleurs les grandes plateformes n'arrivent pas à avoir un outil qui pourra automatiser à 100% la détection de deepfake, étant donné que l'intelligence artificielle, justement, se développe plus rapidement que l'avancée des outils de création de deepfake. C'est pour cette raison qu'on a besoin de sensibiliser les gens à l'usage, on a besoin de sensibiliser les gens pour qu'ils puissent justement vérifier les sources de leurs vidéos, de leurs informations. Ce qui était déjà arrivé entre guillemets avec les fake news, aujourd'hui c'est une nouvelle étape qui arrive avec les deepfakes. Et au-delà de ça, il y a une autre chose qu'on peut mettre en avant aussi, c'est que ces plateformes-là, elles entendent toutes
de trouver des solutions et de développer des outils. Donc Facebook crée des grands challenges justement pour proposer des algorithmes d'identification. Google a mis un certain nombre de données en open source pour justement aider des chercheurs du monde entier à développer ces outils. Mais on se rend compte aussi qu'il y a des acteurs comme Alibaba, comme Microsoft, qui aujourd'hui justement cherchent aussi à développer ce type d'outils. Et en fait, on se rend bien compte déjà qu'il y a une collaboration qui est multisectorielle et qui est inédite sur le sujet. Mais ça montre aussi que les deepfakes sont un danger, ou en tout cas sont un enjeu pour aussi toutes ces entreprises, et que ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux, mais c'est sur tous les niveaux de notre société qu'il va falloir aujourd'hui se rendre compte de l'arrivée et l'émergence de ces nouvelles technologies et les dangers qui en découlent. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait un certain nombre de questions en ligne. Ah oui, c'est là-dessus. Alors je la lis en même temps. Les deepfakes sont-ils vraiment si dangereux que ça face à des cerveaux humains qui se développent depuis des milliers d'années pour reconnaître des visages? Le danger ne demeure-t-il pas dans le fait d'être conscient que ce type de technologie existe et de commencer à douter de tout, et en particulier des informations authentiques et véridiques? Justement, en fait, c'est un peu la problématique que je voulais évoquer quand je parlais de perception du réel. C'est que, alors oui, évidemment, on se rend compte, j'en ai pas trop parlé, qu'au niveau individuel, il peut y avoir des risques avec les deepfakes, sur du chantage, sur l'extorsion. C'est déjà arrivé aux États-Unis, par exemple, qu'il y a eu une fausse vidéo d'un PDG d'une entreprise qui est demandé à un de ses employés de faire un virement très rapidement à un fonds d'investissement. Et en fait, c'était un deepfake et ils ont perdu des milliers d'euros là-dessus. Donc ça, c'est au niveau individuel. Il faut évidemment s'en rendre compte que c'est un danger. Mais le fait justement que, entre guillemets, tout le monde prenne conscience et soit sensibilisé à l'arrivée de ces nouvelles technologies, évidemment, à partir du moment où ça sera le cas, on pourra commencer à mieux se positionner, à mieux s'informer, à mieux se rendre compte de ce qui peut être un deepfake ou non. Mais on va aussi se rendre compte qu'il va y avoir une tendance inverse qui est notamment liée avec tout ce qu'on connaît dans la montée de la sphère complotiste, c'est-à-dire la possibilité qu'on puisse remettre en cause absolument toute parole d'autorité. Je vais prendre un exemple qui est assez parlant sur ce sujet-là. Donc Ali Bongo, qui est le président gabonais, il avait fait un AVC en 2018 durant l'été. Il n'était plus à Paris à la télévision jusqu'en janvier. Et le 1er janvier, il y avait une allocution présidentielle où on le voyait intervenir et on le voyait justement souhaiter la bonne année à ses concitoyens et parler de l'année à venir. Et les soldats de l'armée gabonaise, justement, n'ont pas cru au fait que Ali Bongo pouvait aller aussi vite, aussi mieux, et ont intenté un coup d'État. Et au final, on n'a jamais vraiment su si c'était un deepfake qui avait été utilisé, on n'a jamais su détecter s'il y avait des imperfections dans la vidéo, mais on sait en tout cas que justement, que la vidéo ait été vraie ou pas, le fait que absolument n'importe qui puisse remettre en cause l'authenticité d'une vidéo, c'est aujourd'hui un danger pour nos sociétés, mais aussi pour la démocratie. Et je pense que c'était la seule question. Alors je vous ai mis, si jamais vous en avez d'autres, je vous mets à l'écran aussi mon adresse mail. Et évidemment, pour ce qui est Ina Signature, donc l'outil dont je vous parlais et qui peut être utile pour les deepfakes, je vous invite vraiment à aller voir sur le site de l'INA pour découvrir ce qu'il en est, qui peut être utile sur le sujet des deepfakes, mais aussi utile sur le sujet des ayants droit. Je vous remercie.